Ah, ça me saoule. Il n'y a jamais de soleil dans cette ville-là et décide de sortir. Je suis m'embrouiller avec mes fils. Quand je filme, mais comment je vais faire? Je sais pas, je vais pas filmer mon frigo, c'est ridicule. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans ma nouvelle maison. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre, on se retrouve pour un update lecture. Je vais vous parler de 5 livres que j'ai lus depuis août, il me semble. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je ne suis pas la booktubeuse la plus, qui lit le plus. Je pense même que je dois être une de celles qui lit le moins. Et je tiens à préciser que j'ai réussi mon challenge Goodreads de cette année puisque j'avais dit que je voulais lire 20 livres et que je suis déjà à 21. Bon, rien que pour ça, je mérite des applaudissements et sur ce, on va commencer. Je vais commencer par vous parler d'une lecture que j'ai effectuée en août, comme je vous disais. Il s'agit du thriller Young Adult Good Girl's Guide to Murder qui a été écrit par Holly Jackson. Au passage, je fais des bisous à ma copine Grace qui m'a offert ce livre. Merci beaucoup, même si finalement c'est pas un livre que j'ai apprécié plus que ça puisque je lui ai mis 3 étoiles sur 5. Je vous explique. Quand j'ai refermé ce livre, je n'ai pas pu m'empêcher de me dire c'est donc ça, le thriller dont tout le monde parle partout. Je vous avoue que j'ai été déçue, mais je sais que c'est en partie de ma faute parce que je commence quand même à avoir plutôt l'habitude des thrillers adultes. D'ailleurs, c'était la première fois que je lisais un thriller young adulte. Et donc, je m'attendais à ce que ce soit aussi sombre, aussi noir, aussi gore et aussi peut-être approfondi qu'un thriller adulte. Et évidemment, ça n'était pas le cas. Et c'est normal, finalement. C'est du young adulte, il faut garder ça en tête. On va suivre Pippa, qui est une lycéenne qui décide de rouvrir une enquête sur la mort de 2 de ses camarades revenus 5 ans auparavant. Déjà, pour commencer, je trouvais ça un petit peu bizarre de s'y intéresser 5 ans après. Je trouvais ça un petit peu bancal. Et en fait, c'est parce qu'elle est censée faire rentre à un projet d'études et qu'elle a décidé de travailler sur la couverture médiatique de cette histoire. Mais en fait, c'est juste une excuse pour se réintéresser à cette enquête parce que elle est intimement persuadée que Sal, qui était le petit ami de Andy, une des victimes, et qui a été accusé justement du meurtre d'Andy, n'était en réalité pas responsable, sauf qu'il n'a jamais pu le prouver puisqu'il s'est suicidé après la mort d'Andy. Elle veut prouver que Sal n'a rien à voir dans cette histoire. Et elle va être accompagnée par Ravi, qui est le frère de Sal et qui va l'aider dans son enquête. Je vous avoue que j'ai vu venir à 12 000 km la petite romance entre les deux et je me suis dit ça va pas me plaire parce qu'en réalité, quand je lis un thriller, moi je veux juste du thriller. Je suis pas là pour lire une romance, donc je pensais que ça allait pas me plaire du tout. Et finalement, il s'avère que j'ai quand même beaucoup aimé le personnage de Ravi, que j'ai trouvé sa relation avec Pippa très mignonne, tout en bienveillance, et donc j'avoue que là-dessus, l'autrice m'a eu. Sinon, si on doit revenir au point que je n'ai pas aimé, ça va se ramener à ce que je vous disais avant. C'est vraiment des points qui sont typiques des romans de young adult, c'est-à-dire que j'ai trouvé que ça manquait quand même de réalisme. Par exemple, Pippa, elle doit avoir quoi, peut-être 15 ans, et elle a peur de rien. Bon. Après, je dois vous avouer que si Pippa ça avait été un personnage prudent et qui a peur de tout et qui pose pas de questions, etc., je serais fait un petit peu chier. Cependant, je suis désolée, mais moi je me disais, c'est pas possible d'être comme ça. D'autant plus que, en plus d'oser poser des questions, d'avoir peur de rien et tout de prendre des risques, mais vraiment insensés, elle se permet quand même de faire des leçons de morale aux adultes. Et elle arrive toute seule, enfin avec l'aide de Ravi, à faire un travail qui est plus qualitatif que la police. Alors certes, la police dans ce livre n'est pas très douée, mais bon, c'était pas réaliste. Autre chose aussi, j'ai trouvé que la révélation finale, que évidemment je ne vous spoilerai pas, est arrivée un petit peu comme un cheveu sur la soupe. On était sur une piste pendant une bonne partie du roman et puis en fait ça prend une autre direction et il s'avère qu'en fait c'est cette direction-là et que c'est la vérité et voilà, j'ai trouvé que ça nous faisait tourner un petit peu en rond pour rien et donc la révélation finale m'a pas convaincue, même si elle m'a surprise. J'ai trouvé que ça sortait un petit peu de nulle part et que c'était dommage. Cependant, si j'ai un truc très positif à vous dire sur ce livre, c'est que si vous n'êtes pas habitué des thrillers, que ce soit adultes ou young adultes, je trouve que c'est un fantastique livre pour s'y mettre parce qu'en fait l'auteur, je trouve qu'elle aide vraiment le lecteur à suivre puisque au début, Pippa elle va interroger quand même beaucoup de personnages qui vont nous donner beaucoup d'informations et ça peut être parfois un petit peu compliqué de suivre et bien emmagasiner toutes ces informations qui peuvent être importantes pour l'enquête. Et donc, à la fin de chaque chapitre, on va avoir les notes de Pippa qui fait un petit résumé
résumé de tout ce qu'elle a appris en fait pour son enquête, et je trouve que ça c'était hyper intelligent parce que ça nous permet de vraiment de clarifier toutes les choses importantes. Donc pour ce qui est de mon avis final, j'ai pas envie de continuer avec cette saga. Je sais qu'il y a 1 ou 2 tomes derrière, ça m'intéresse pas plus que ça de lire la suite. Il y a tellement d'autres bouquins que j'ai envie de découvrir que je pense que je vais laisser cette saga de côté. Je regarderai peut-être l'adaptation sur Netflix, j'ai pas encore eu le temps de le faire. Peut-être que je le ferai si un jour j'ai le temps, mais c'est vraiment pas dans mes prios non plus. En tout cas, si vous l'avez lu, ce qui est fort probable parce que j'avais vraiment l'impression que tout le monde l'avait lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai changé de place, ça m'a saoulée. Bref, on retourne avec Barbara Abel pour Derrière la haine. Là, pour le coup, c'est le genre de thriller que j'adore. C'est un thriller adulte. Il était captivant, fascinant, tout ce que vous voulez. C'était très sombre et c'était aussi très concentré sur la psychologie des personnages, et c'est vraiment ça que j'adore le plus moi dans les thrillers. Les événements, j'ai trouvé qu'ils étaient bien amenés, il n'y avait pas d'exagération, et pour le coup j'ai trouvé, alors je n'ai jamais été dans la situation de ces personnages, mais j'ai trouvé que leurs réactions elles étaient plutôt réalistes, et c'est vraiment ça que j'ai apprécié dans ce roman. L'histoire elle commence dans une ambiance vraiment très joyeuse, et progressivement on bascule vers le son. Pour l'histoire, je vous la résume très rapidement, on va suivre 2 couples, Tiffen et Sylvain, ainsi que Laetitia et David, qui sont des voisins de longue date et qui vivent dans une banlieue qui m'a l'air, ma foi, parfaite, très calme, etc. Ils sont amis depuis très longtemps et leurs liens vont se renforcer avec la naissance de leurs 2 enfants qui sont Milo et Maxime, qui deviennent également très proches. Tout semble aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, jusqu'au jour où un drame arrive. Le fils de Laetitia, un jour, se penche à la fenêtre de sa chambre au 1er ou 2e étage, je ne sais plus, et bascule. Tout ça sous les yeux de Tiffen qui était de l'autre côté de la barrière chez elle. Suite à ça, on va suivre la descente aux enfers de Laetitia qui vit son deuil avec son mari évidemment, et on va également voir l'évolution de la relation qu'elle avait avec ses voisins. C'était super bien fait, j'ai vraiment adoré. C'était fait avec brio, c'était progressif. Je trouve que ça nous donne un portrait très dur et à la fois très vrai sur la souffrance d'une mère qui est ravagée par la tristesse suite à la perte de son fils, et on voit aussi les ravages que peuvent causer ce genre de drame sur une vie de famille, parce qu'on voit aussi les conséquences que ça a sur sa vie de couple avec son mari, mais aussi les conséquences dans son travail et les conséquences avec ses amis, pour le coup ses voisins. D'ailleurs, si la thématique du deuil ou de la perte d'un enfant sont des thèmes qui vous triggerent vraiment, je ne vous conseille pas de lire ce livre parce que selon moi c'était quand même, la souffrance elle était vraiment très bien représentée, ça me faisait mal au cœur, alors que j'ai pas eu la malchance, et j'ai la chance d'ailleurs de ne jamais avoir vécu de tels drames dans ma vie. Mais donc si c'est des sujets qui vous touchent, soyez-en avertis, parce que ça risque de vous faire quand même un petit peu de mal. C'était une lecture vraiment éprouvante, mais c'était à la fois addictif. Je trouve que l'autrice elle a une façon d'écrire qui fait qu'on a toujours envie de tourner les pages très vite. Et moi qui ne lis pas vite, je l'ai vraiment dévoré. Pour la petite histoire, de base j'avais jamais prévu de lire ce livre, c'est juste que j'avais vu qu'il y avait une adaptation avec Jessica Chastain et Anne Hathaway, et j'avais vu la bande-annonce et je m'étais dit avant de regarder le film j'aimerais bien lire le livre. Et donc j'ai regardé l'adaptation cinématographique quand j'étais dans l'avion au retour de mes vacances, et j'étais un petit peu déçue parce que bien qu'il y ait des scènes qui correspondent à 100% avec des scènes du livre, je trouve qu'ils ont quand même enlevé pas mal d'éléments qui rajoutaient un peu à la noirceur du truc. Dans le livre il y a quand même un fond assez sombre et plein de questions qu'on se pose sur les 4 personnages principaux qui sont les 2 couples, et je trouve qu'il y a quand même eu beaucoup de choses qui ont été balayées. Je trouvais ça dommage. J'aurais peut-être un petit peu plus apprécié le film si j'avais pas lu le livre avant et que j'avais pas autant d'attentes. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ce livre, si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé. J'ai ensuite enchaîné donc ce thriller avec une romance contemporaine qui a pas mal plu, j'en avais entendu que du bien, et je m'étais dit, à ce moment-là j'étais en vacances et j'avais envie de lire une romance. Ça faisait longtemps, c'est très rare que j'ai envie de lire une romance, mais je me suis dit que c'était le moment idéal. En plus j'ai vraiment commencé cette romance au bord de la piscine, donc vraiment le truc parfait. J'ai lu The Cheat Sheet de Sarah Adams. Il me semble que c'était Luna de la chaîne Luna lit quoi et du podcast Livre, Laugh and Love, je crois. Vous aurez tout en barre d'infos, qui n'en disait que du bien. Et il me semble qu'elle aime pas trop les romances non plus, mais elle disait j'aime pas les romances, mais celle-là c'était bien et tout, donc je lui ai fait confiance. J'adore Luna, mais je n'aurais pas dû, vraiment. J'ai mis 2 sur 5. Je pense que tout simplement
La romance, c'est pas pour moi. J'ai voulu lui redonner une chance. Je lisais beaucoup ça quand j'étais plus jeune et là, honnêtement, ça me parle pas. Surtout ce trope en fait, qui est Friends to Lovers. Je pensais que j'aimerais bien. J'avais jamais lu de romance Friends to Lovers, c'est-à-dire qu'ils sont amis au début et ils finissent par être amoureux. Je m'étais dit, franchement, ça peut être sympa si c'est bien fait. Non, vraiment pas pour moi. C'était beaucoup trop cheesy à mon goût, genre ça dégoulinait de trucs de... Non, vraiment pas mon délire. Je sais que ce genre de romance c'est fait pour faire rêver, pas pour être crédible et tout, mais moi j'ai toujours un problème avec la crédibilité. Moi je lis des romans qui sont réalistes, je lis pas de fantasy, je m'attends à ce que je lis soit plausible quoi, et pour moi il y avait rien de plausible. Je vous explique. Le résumé c'est que on va suivre Nathan, qui est une grosse star de football américain, et Brie, qui est sa meilleure amie depuis des années. Mais quand je vous dis que Nathan c'est une grosse star de football américain, on est sur l'équivalent de Travis Kelce. Vraiment grosse star. Et ils sont amis depuis longtemps, ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre, mais ils ne se le disent pas. Si je peux comprendre que Brie n'ose pas avouer ses sentiments à Nathan par rapport à un espèce de complexe d'infériorité qu'on pourrait comprendre parce que le mec a tout pour lui, bien que Brie soit très sympa, elle est décrite comme une fille un peu banale. Déjà ça aussi ça m'énerve parce que quand on regarde Brie à travers les yeux de Nathan, ça a l'air d'être une bebon. Et elle se décrit comme quelqu'un de totalement banal. Ça, c'est un autre problème. Par contre, Nathan, t'as tout pour toi, t'as une meuf qui est là, en plus, enfin, je vais dire, la Brie, elle a pas de vie, quoi, elle est tout le temps avec lui, elle a pas de mec. Comment est-ce que, à ton grand âge, parce que ce sont des adultes, hein, ce sont pas des ados de 14 ans, comment est-ce que tu ne peux pas te douter qu'il y a quelque chose, ou au moins le tenter? T'es amoureux d'une meuf, au pire tu te prends avant, c'est pas grave, il y en aura plein d'autres. Ce truc de, ah, peut-être qu'il y a moyen en fait, et en fait, ah non, en fait, je pense qu'elle me faisait une blague et c'est pas bon, et ça sur 400 pages, non, j'ai détesté. Franchement, ils ont au moins 25-26 ans. Comment est-ce que ces personnes-là peuvent être autant dans la non-communication alors qu'ils sont si proches? Parce qu'ils ont une super belle relation, mais finalement, cette relation, c'est rien puisqu'ils n'osent pas se dire les choses. Bon, vous vous doutez bien qu'à un moment donné, ils se disent des choses, au bout de beaucoup trop longtemps à mon goût. Et alors à partir de là, à la limite le truc de miscommunication, j'ai envie de lui dire mais finalement il se passe un truc qui fait que je pas envie de lui dire, c'était un petit peu divertissant au début, après ça m'a saoulée et après il y a eu l'espèce de révélation qui font qu'ils se mettent en couple parce que évidemment dans une romance, vous vous doutez bien qu'à un moment donné ils se mettent en couple. Et bien après ça, mais c'est devenu dégoûtant. Pas dégoûtant dans le sens, pour le coup c'est une romance où il n'y a pas de scène de sexe, donc si c'est des choses qui vous dérangent vous pouvez y aller. Mais juste c'est trop niais, c'était vraiment pas pour moi. Puis après tout va super vite et c'est des grandes déclarations. Je comprends qu'il y en ait qui aiment et tout, mais moi vraiment ça me fait plus rêver. J'aime quand une lecture me parle et là ça m'a vraiment pas parlé. La seule raison pour laquelle je n'ai pas mis une seule étoile à ce roman, c'est parce que il y a quand même eu des petits moments, surtout au début, où j'ai souri parce qu'il y a 2-3 petites scènes qui sont vraiment drôles, notamment grâce aux personnages secondaires, les amis de Nathan. J'ai trouvé que c'était très drôle. La Brie, elle est un petit peu attachante et tout, donc je sais pas détester, mais disons que j'aurais peut-être apprécié si ça avait été une comédie romantique, un film d'1h30. Mais là, perdre autant de temps sur 400 pages de ça, juste non. Plus les années passent et plus je commence à me rendre compte de ce que j'aime ou pas, et je pense que déjà les Friends to Lovers on va les mettre de côté, à moins qu'il y ait quelque chose de très original qui sorte et que je veuille me relancer dedans, mais ça sera pas d'aussitôt. Je dirais pas que j'aime plus les romances parce que un de mes coups de cœur de l'année dernière c'était quand même After I Do, même pas de l'année dernière, de cette année d'ailleurs, début d'année je crois. After I Do de Taylor Jenkins Reid, c'est une histoire d'amour, c'est une romance. Mais c'était une second chance romance, donc c'était un couple qui existait déjà, qui se séparait, etc. Et ça me parle plus, je pense, parce que c'était un vrai couple avec des problèmes de couple et des trucs réalistes. En tout cas, je serais très curieuse de savoir si vous avez aimé ce livre. J'ai ensuite laissé tomber la romance, comme je vous le disais, pour commencer un livre que j'avais très envie de lire depuis des mois et des mois. Il s'agit de Yellowface. Ça m'a captivée. J'ai mis vraiment très longtemps à lire ce livre, pas parce que je m'ennuyais, parce que je trouve que le récit, en plus d'être intelligent et hyper divertissant, il se passe plein de choses, notamment au début, enfin ça va très vite au début. Pas parce que je m'ennuyais que j'ai mis longtemps à le lire, c'est parce que je trouve que mine de rien, l'autrice, elle mettait quand même beaucoup d'informations, c'était très dense et donc j'avais besoin de digérer chaque chapitre et de bien prendre en compte ce qui se passait et les informations qu'on apprenait. Donc c'est pour ça que j'étais très longue, mais pas parce que c'était pas divertissant, parce que ça l'était clairement. On va suivre Juniper qui est amie depuis la fac avec Athéna, qui est une autrice
à succès d'origine chinoise qui a connu vraiment un succès retentissant il y a plusieurs années avec un roman qui a fait un carton. Juniper, c'est une autrice également qui a un peu raté. Elle n'a jamais réussi à avoir du succès avec ses romans et donc on se rend compte dès le début de l'œuvre qu'elle est vraiment très très jalouse de son amie Athéna, qui va malheureusement décéder d'une façon assez inattendue que je vous laisse découvrir. Ça se passe vraiment au tout début du roman. Elle va décéder sous les yeux de Juniper qui ne va rien faire pour la sauver et qui va s'emparer du manuscrit d'Athéna, de son gros projet de roman qui était censé sortir prochainement et qui va décider de s'en servir, de le réécrire à sa façon et de le publier. C'est un roman qui mettait en lumière la contribution de la main-d'œuvre chinoise durant la Première Guerre mondiale. Vous l'aurez compris, Juniper est un personnage vraiment affreux, infect, antipathique, tous les mots que vous voulez. Je l'ai détesté, mais j'ai aussi adoré la suivre. Le gros problème de ce livre, c'est déjà que Juniper décide de publier ce roman à son nom comme si elle l'avait écrit, mais également le fait que Juniper n'a aucune origine chinoise. Ce livre traite pour une grande partie d'appropriation culturelle. Je trouvais cette thématique super intéressante et super bien traitée. Surtout. Juniper, tout au long du livre, va trouver des stratagèmes avec sa maison d'édition. Elles vont essayer de tout faire pour légitimer son rôle dans l'écriture de ce roman, parce qu'elle va à son tour, grâce à ce livre, connaître un grand succès. C'est à travers ce succès qu'on va découvrir du coup les rouages des maisons d'édition. Et j'ai trouvé cet aspect de l'histoire absolument fascinant. J'ai appris trop de trucs, c'était trop intéressant. Quelque chose d'autre que j'ai beaucoup aimé, c'est la psychologie du personnage. C'est la façon dont elle est développée, parce que on se rend compte en étant dans ses pensées que Juniper, elle passe son temps à essayer de se convaincre elle-même qu'elle a fait cet acte horrible de voler le manuscrit et le publier à son nom pour des raisons honorables, alors que nous, lecteurs, on est au courant que c'est vraiment pour des raisons purement égoïste et pour avoir de la reconnaissance auquel elle ne devrait pas avoir le droit parce que ce n'est pas son travail et que ce n'est pas sa culture. Je trouve que la plume de l'autrice, elle était vraiment captivante. À un moment donné, j'ai cru qu'on allait basculer un peu dans du réalisme magique et finalement non. Je sais pas comment j'aurais réagi si c'était le cas puisque je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de réaliste, donc peut-être que j'aurais été déçue, je ne sais pas, mais finalement on revient vers le réalisme. Il y a un espèce de twist dans l'histoire qui fait qu'on a envie de tourner les pages aussi très très rapidement. On a une conclusion qui est aussi très très réussie, donc j'ai trouvé que franchement ce livre était réussi du début à la fin. J'avais entendu parler qu'il y avait des petites longueurs au milieu, mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Oui, c'est sûr que on a quand même une grosse part du livre qui est concentrée sur June qui essaie de se convaincre que c'est quelqu'un de bien et qu'elle a fait ça pour des bonnes raisons, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est des idées qui reviennent quand même assez souvent, mais je trouve que c'était hyper réaliste parce que c'était assez anxiogène ses pensées, mais on voyait qu'elle ne faisait que penser à ça, à ses actes. On va revenir un petit peu sur le personnage d'Athéna, bien qu'il meure au début du roman. C'est un personnage aussi qui est très intéressant, j'ai trouvé, parce que c'est pas parce que ce personnage est décédé qu'on en fait une espèce de sainte. Dans les yeux de June, elle est pas décrite comme quelqu'un de très sympa. Elle a pas l'air de l'apprécier plus que ça, hein, cette amie. Ce que j'ai trouvé aussi qui était très très bien fait, c'est que ce livre, il bascule pas du tout dans le manichéisme, c'est-à-dire que on va pas avoir Athéna, c'était la gentille qui est décédée, Juniper c'est la méchante qui fait que des trucs méchants. Bien que pendant 80% du roman, j'ai trouvé Juniper détestable, il y a certains moments où j'ai pas pu m'empêcher d'avoir un peu de compassion pour elle parce que son histoire de vie fait qu'on comprend qu'elle a besoin d'énormément de reconnaissance et c'est ce qui l'a poussée à faire ses actes, et donc je trouve que c'est très bien écrit de façon à ce qu'on puisse quand même pas s'attacher, parce que je me suis pas attachée à elle, mais c'était important de dire que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Chaque être humain est bien plus complexe. Il y a une phrase que l'autrice a écrite dans ses remerciements à la fin qui m'a beaucoup touchée. Je trouvais aussi que c'était une phrase qui résumait très très bien ce roman, donc je vais vous la lire. Yellowface is a horror story about loneliness in a fiercely competitive industry. Si je devais la traduire, ce serait Yellowface est une histoire d'horreur à propos de la solitude
qu'on ressent dans une industrie qui est férocement compétitive. C'est ça, on sent vraiment la solitude de June, qui fait tout pour essayer de se démarquer dans cette industrie parce que tout ce qu'elle veut c'est être reconnue parce qu'elle est malheureuse quoi. Et c'est vraiment ce qu'on ressent dans ce bouquin. Si vous cherchez une lecture qui invite à la réflexion, qui vous offre un éclairage inédit sur le monde de l'édition, si c'est quelque chose qui vous plaît, ce monde du livre et qui vous intéresse, donc vous aimeriez connaître un petit peu plus l'envers du décor, je vous invite fortement à lire ce livre. Ça nous montre aussi comment les maisons d'édition agissent face aux problématiques contemporaines. Alors on passe maintenant au dernier livre que j'ai terminé il y a 3 jours. Donc là, mes souvenirs sont assez frais. J'ai lu Célèbre de Maud Ventura. C'est juste la 2e fois que je lis un livre moins d'1 an après qu'il soit sorti. En sachant que je voulais vraiment le lire le jour de la sortie parce que j'avais vu une vidéo de Margot Liseuse qui en parlait avant sa sortie et que j'avais envie. Mais je voulais absolument le lire en livre audio. Je préfère écouter mes livres audio en français, donc je cherche des livres d'auteurs francophones voilà, pour les livres audio. Donc j'attendais qu'il sorte en livre audio. Il est sorti en livre audio début octobre. Et je l'ai tout de suite commandé. Je lui ai mis 4 sur 5. C'était vraiment une lecture que j'ai adorée. Tant qu'on y est, je vous parlais du livre audio. Je tiens quand même à souligner le travail impeccable qu'a fait l'actrice qui lisait ce livre. J'ai vraiment adoré. Autant des fois je lis des livres audio et ça me donne pas envie de continuer. Notamment j'ai commencé Un automne pour te pardonner ou je sais pas. Vous voyez un peu, j'ai commencé à écouter le livre audio de cette saga, j'ai détesté. J'ai écouté 1 heure et c'est juste pas possible. Alors déjà, j'ai pas accroché avec l'histoire, mais en plus, j'avais l'impression que les acteurs ils étaient pas très contents de lire ce livre. Donc voilà, ça vaut le coup d'être souligné quand je trouve que c'est très bien fait. Laissez-moi être honnête. Je ne peux pas vous garantir que vous aimerez tous ce livre autant que moi, mais j'avais vraiment l'impression moi d'être la cible à 100% de ce livre, étant donné que je suis une pop fangirl depuis mon plus jeune âge. Je connais tout sur la pop musique, j'adore les gossips, etc. Donc ça s'adressait clairement à moi. Avant la 50e page, elle mentionne Selena Gomez, Taylor Swift, enfin plein d'artistes et plein de références de pop culture que j'avais. Donc j'ai vraiment l'impression que ce livre était fait pour moi finalement. C'est pour ça que je l'ai aimé. Donc si vous vous sentez un petit peu représenté dans ce que je dis, c'est 100% sûr que vous allez adorer ce livre déjà. Pour ce qui est du résumé, on va suivre Cléo, jeune femme qui sait depuis l'enfance qu'elle a envie d'être célèbre. Elle a envie d'être chanteuse, elle a envie d'être reconnue et elle le sait, elle est prête à tout pour ça. Au début du roman, on est avec la Cléo de 30 ans qui a réussi à réaliser son rêve et qui est une pop star, mais une des pop stars les plus célèbres. On est sur l'équivalent de Taylor Swift, hein, clairement, et qui paye 500 000 $ pour passer 3 semaines de vacances sur une île déserte où il y aurait personne afin de se ressourcer parce qu'elle commence à en avoir un petit peu marre de cette célébrité, de ne plus être capable de faire quoi que ce soit sans être épiée. Elle décide de partir sur cette île déserte et c'est à partir de cette île déserte qu'elle va commencer à réfléchir à toute sa vie et à retracer un peu son parcours et comment est-ce qu'elle en est arrivée là. C'est donc à travers ce parcours qu'on va découvrir un petit peu les côtés sombres de la pop musique. Donc c'est un petit peu l'équivalent de Yellowface dans la pop. J'ai trouvé quand même pas mal de similitudes entre ces 2 livres, ce qui est assez drôle puisque je les ai enchaînés. On découvre cet univers à travers les yeux de Cléo qui est aussi quelqu'un d'assez détestable, pas de la même façon que June dans le livre d'avant, mais pour le coup qui assume d'être assez méchante, d'être assez méprisante et qui devient de plus en plus détestable au fil des pages. Certes, j'ai pas appris énormément de nouvelles choses sur la pop parce que j'ai grandi là-dedans, je suis au courant de tous les gossips depuis que je suis jeune, je sais pas, ça fait partie de mon ADN, c'est comme ça, mais c'était quand même jouissif de lire à propos de ça. C'est quand même, je trouve, un sujet qui est pas souvent abordé dans la littérature et encore moins la littérature francophone, donc j'étais trop contente de lire là-dessus, c'était trop divertissant. Et en plus de ça, j'ai trouvé le personnage de Cléo assez drôle, c'est pas quelqu'un de bien et c'est plutôt assumé. Elle se fait pas passer pour une gentille, elle passe pas par 4 chemins. C'est plutôt appréciable finalement de suivre quelqu'un qui est pas sympa et qui le sait et qui joue pas les saintes nitouches, même si elle joue les saintes nitouches en réalité devant la caméra, mais nous on sait tout ce qui se passe derrière et c'est vraiment jouissif de se rendre compte à quel point elle est pleine de faux semblants, elle est vraiment fausse de A à Z et j'ai trouvé la construction de ce personnage plutôt innovant et je trouve que l'autrice elle est pas tombée dans les pièges dans lesquels elle aurait pu tomber, c'est-à-dire que
On est clairement au courant que Cléo a besoin d'attention depuis son plus jeune âge, mais ça ne découle pas d'un manque d'attention de la part de ses parents. Elle n'a pas eu une vie traumatisante, etc. Elle avait des parents en plus qui n'ont même pas poussé à aller vers la célébrité. Elle a des parents vraiment avec des métiers normaux. Cette envie de reconnaissance, elle vient du plus profond d'elle, et donc on lui trouve pas d'excuses pour ses actions qui sont plus que répréhensibles, et je trouve que ça nous permet vraiment de la détester à 100%. Et bien que ce soit une pop star détestable, j'ai trouvé quand même que ce livre, c'était une grosse déclaration d'amour à la musique pop, et ça m'a fait un bien fou parce que je trouve que la musique pop, et c'est d'ailleurs très bien expliqué dans le livre, c'est quand même quelque chose qui est assez méprisé par la société. Pourtant, si c'est musique pop, c'est pour populaire, et c'est parce que c'est un genre musical qui est écouté par une grande majorité de la population, et pourtant c'est assez moqué. Il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée dans ce roman à ce sujet, justement, c'est si vous avez un message à faire passer au monde, vous avez intérêt à le mettre dans une chanson populaire plutôt que dans un discours. La pop reste et restera toujours le plus extraordinaire cheval de Troie. Cette phrase m'a touchée. J'ai trouvé que c'était une très belle déclaration à la musique pop qui, moi perso, fait partie de ma vie, et j'étais très, très contente de retrouver dans ce roman. Concernant l'autrice Maud Ventura, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais durant mon dernier update lecture, je vous avais parlé de Mon mari, que j'ai beaucoup aimé, auquel j'ai mis 4 sur 5. Il me semble que Célèbre, c'est son deuxième roman, donc elle en a écrit que 2, et j'ai lu les 2. Je veux continuer de lire cette autrice parce que je trouve qu'elle a un don pour écrire des personnages détestables, parce que dans Mon mari, elle n'était pas non plus très sympa, la personnage principale. Elle essaie de le faire de façon tellement divertissante que j'ai envie de voir ce qu'elle nous réserve pour la suite. Si vous avez lu Mon mari, vous devez sans doute savoir que la fin était... il y avait un petit retournement de situation qui était très très cool. C'était le cas aussi dans Célèbre. La conclusion était très surprenante. J'ai vraiment beaucoup aimé, je ne m'y attendais pas. Attention cependant, petit trigger warning, on parle quand même beaucoup d'automutilation. Donc si c'est quelque chose qui vous met mal à l'aise, soyez prévenus avant de vous plonger dedans. Et sinon, je vous le recommande chaudement. Sur ce, c'est terminé. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis de plus en plus active sur Instagram. Je vous laisserai le lien en barre d'infos. Je serai ravie de vous retrouver sur Instagram aussi. Si vous voulez un petit peu plus de nouvelles de moi, vous risquez d'en avoir plus là-bas parce que je suis pas non plus hyper régulière sur YouTube. Sur ce, encore merci, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres dont je vous ai parlé, si vous souhaitez les lire, si vous les avez déjà lus, je serai ravie de discuter avec vous en commentaire comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!